Un couple traversait une période difficile et avait choisi de vivre séparément un temps. Un jour, le mari qui était avec la fille du couple est passé chez sa femme pour récupérer quelque chose dans la chambre de la petite qu'elle avait oubliée. Mais en entrant dans la maison, il la trouve effondrée sur une flaque de sang. On pouvait voir que sa tête était gravement blessée. C'est lui-même qui a appelé la police pour raconter ce qui s'était passé. Comme c'est courant dans ces cas-là, le principal suspect est d'abord le conjoint, mais dans ce cas, il avait un alibi parfait. Il lui était impossible d'avoir commis le crime. Mais prépare déjà ton popcorn et ton petit thé, parce que c'est une de ces histoires avec un rebondissement, comme on aime. Salut mon beau monde, je suis Sue et soyez les bienvenus sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, le studio est un peu différent ici parce qu'on enregistre directement du Brésil. Nous sommes venus rendre visite à notre famille, on profite beaucoup, mais on a trouvé un petit moment pour enregistrer une vidéo pour vous. Alors, c'est parti pour la vidéo. Nous allons rencontrer l'un des protagonistes de l'affaire d'aujourd'hui, George TFA, le stéréotype du bon garçon américain. Il est né en septembre 1972 et a grandi dans une ferme de poulets. Son père est décédé alors qu'il était encore jeune et il a été élevé très tôt. En travaillant dur à la ferme, il suivait cette devise, se consacrer et travailler dur pour tout dans la vie. Il a obtenu son diplôme en tant que chef de classe à l'école et est rapidement entré à l'Académie militaire des États-Unis, à West Point. Il a servi dans le corps des ingénieurs de l'armée, construisant des écoles ainsi que des systèmes d'eau et d'égouts dans des pays sous-développés. En quittant l'armée, il a commencé à travailler dans la vie civile comme ingénieur civil. Mais cette vie enfermée dans un bureau n'était pas faite pour lui, pas du tout. George a choisi de devenir pompier à Las Vegas. Il était très charismatique et avait de nombreux amis. En plus de cela, c'était aussi un homme de famille et il envoyait de l'argent tous les mois à sa mère, qui s'occupait de sa sœur handicapée. Pour compléter le tableau du gentil garçon, il était aussi très beau. Il est même apparu dans l'un de ses calendriers de pompiers, vous savez, je ne sais pas, les amis. En 2002, au Casino Palms, à Las Vegas, il a rencontré l'autre protagoniste de notre histoire d'aujourd'hui, une serveuse appelée Shona. Shona est née en mars 1966 à Salt Lake City. Elle avait une sœur et 5 autres frères. Pensez-y, sa famille était mormone et son éducation a été très religieuse pendant son enfance. Mais ni elle ni sa sœur aînée, appelée Paula, n'ont jamais vraiment suivi la religion de leurs parents. À l'école, Shona était très populaire et connue pour être extravertie, en plus d'être membre de l'équipe de Pom-Pom Girls de l'école. Corrige-moi si je me trompe, mais je ne sais pas si les parents mormons aimaient vraiment avoir une fille Pom-Pom Girl, je ne sais pas. Elle a obtenu son diplôme et a commencé une petite vie normale dans sa ville natale, mais elle sentait qu'il manquait quelque chose dans sa vie et, comme elle était très proche de sa sœur. Lors d'un de ces appels entre elles, qui durait des heures, comme moi et ma sœur, tu vois, Paula a convaincu Shona de déménager à Las Vegas. Paula vivait déjà là-bas depuis des années et elle adorait vivre dans cette ville, connue sous le nom de Ville du Péché. En 1994, à 28 ans, Shona a déménagé à Las Vegas avec armes et bagages. Les lumières brillantes de la Ville du Péché étaient un contraste avec sa créature. Mais elle disait qu'elle avait déménagé à Vegas pour se rapprocher de sa sœur, Paula. Las Vegas n'est pas connue pour être une ville accueillante pour les familles. Après tout, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Vegas, oh là là mon Dieu. Après tout, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Être belle et communicative. Au début, Shona a travaillé dans des boutiques de luxe sur l'avenue la plus chic de la ville, mais elle a rapidement été séduite, elle aussi, par l'atmosphère scintillante des casinos de Vegas. Quelques années après avoir déménagé, elle a décroché un emploi comme serveuse de cocktail au Palms Hotel Casino lors de son ouverture en 2000. Shona adorait son travail là-bas, elle s'est fait beaucoup d'amis et elle trouvait ça très excitant et palpitant de travailler dans cet environnement où les gens gagnent et perdent beaucoup d'argent chaque jour. Travailler comme serveuse dans les casinos de Vegas, ce n'est pas juste excitant. Elle gagnait aussi pas mal d'argent, surtout grâce aux pourboires que les clients donnaient aux serveuses. Shona gagnait près de 100 000 $ par an entre son salaire et les pourboires. Et si on ajuste pour l'inflation, en convertissant 100 000 $ de 2001 en réé,
Shona gagnait l'équivalent de plus d'1 million de réés par an. Tu vois, on peut dire qu'elle menait une belle vie, non? Mais il y a encore un détail qui prendra tout son sens un peu plus tard. De la même façon que Shona gagnait beaucoup d'argent, elle en dépensait aussi. Elle aimait acheter des vêtements et sacs de marque et n'économisait pas beaucoup. Pas pour l'avenir. Et c'est un jour, en 2002, que tous les deux se sont rencontrés alors que George était avec ses amis au casino et que Shona servait. Ils ont tous les deux ressenti cette attirance tout de suite et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils décident de se revoir le lendemain. Et là, tu vois déjà où ça va mener, n'est-ce pas? 1 an plus tard, ils ont eu leur première fille et 3 ans après, se sont mariés sur une plage à Hawaï. Le 16 mars 2006, 3 jours après le 40e anniversaire de Shona, les photos montrent un couple heureux profitant du moment ensemble. Ça ressemblait à un mariage de magazine et personne n'imaginait la tragédie. Tu penses? Les choses semblaient bien se passer, mais en 2008, tout allait changer radicalement. Non seulement pour la famille Tiafaï, mais pour le monde entier. Lorsque la crise économique mondiale a éclaté en 2008, beaucoup de gens ont pratiquement tout perdu. Leur emploi, leurs économies. Et beaucoup de gens qui avaient investi dans l'immobilier ont fini par subir de lourdes pertes. Celui qui avait beaucoup d'argent investi dans l'immobilier, c'était George. Et du jour au lendemain, la situation financière de la famille s'est effondrée de façon drastique. Cela a fini par apporter beaucoup de tensions à la maison. George a commencé à devenir jaloux et contrôlant. Il restait à la maison et se disputait avec Shona, se plaignant des vêtements qu'elle portait pour aller travailler, disant qu'elle ressemblait à une traînée. Des trucs vulgaires comme ça, c'était de la folie. Ils se disputaient énormément et George traitait sa femme de noms horribles devant leur petite fille. Ça révoltait Shona et petit à petit, le couple s'est de plus en plus éloigné. Ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas? George se plaignait aussi du côté dépensier de Shona. Comme avant, il avait pas mal d'argent, il payait la plupart des dépenses et il lui en restait encore pour investir. Il ne faisait pas attention aux dépenses de sa femme, mais quand l'argent venait à manquer, il se mettait en colère. Quand sa femme rentrait déjà à la maison avec un nouveau sac ou un article cher, c'était encore une dispute. Tout était prétexte à dispute entre eux deux. Mais une chose effrayait Shona, elle avait même déjà demandé à son mari d'arrêter. Sauf que George ignorait cela. Tu vois le genre. Il se trouve que ce super gentil garçon américain, George faisait aussi du bénévolat dans un refuge pour sans-abri et il essayait toujours d'aider ces personnes à sortir de cette situation. George a embauché l'un de ses hommes aidé par le refuge pour effectuer de petits travaux chez lui, comme par exemple tondre la pelouse ou laver la voiture, ce genre de choses. Sauf que Shona détestait rester seule à la maison avec sa petite fille pendant que cet homme travaillait là. Moi non plus, je n'aimerais pas ça. Elle trouvait qu'il était effrayant et qu'il la regardait d'une façon bizarre, mais George ignorait et disait que c'était dans sa tête. Le mariage a continué à se détériorer. Ils étaient ensemble depuis une décennie et mariés depuis 6 ans. Quand Shona a décidé, pour le bien de la famille, qu'ils devaient vivre séparément un temps, le temps de suivre une thérapie pour tenter de raviver leur mariage. C'était en 2012 et ils ont eu la garde partagée de leur fille. Mais c'était très difficile de concilier leurs emplois du temps, puisque le mari travaillait en garde de 24 à 36 heures et Shona travaillait aussi jusque tard dans la nuit. Leur fille passait alors beaucoup de temps chez sa grand-mère paternelle pendant que ses parents travaillaient. George et Shona ont passé l'été de cette année-là à vivre séparément, mais en faisant une thérapie de couple et en essayant de se réconcilier petit à petit. Début septembre, la vie de Shona a commencé à mal tourner. Sa maison a été cambriolée pendant qu'elle travaillait, quelqu'un est entré chez elle, a eu le culot de prendre une douche dans sa salle de bain, puis a volé son alliance et une partie de son bikini. Là-bas, l'intruse a aussi laissé son propre boxeur. C'est vraiment bizarre. Shona a eu peur, mais finalement, elle n'a pas vraiment fait attention. Elle croyait à un cas isolé, un petit voleur cherchant de l'argent facile. Malheureusement, elle se trompait. Aux premières heures du 29 septembre, seulement 3 semaines après l'effraction chez elle, elle a quitté le travail vers 3 heures du matin, fatiguée et stressée par son mariage, l'éducation de sa fille de 8 ans et la récente effraction qui avait eu lieu chez elle. Elle a pris sa voiture sur le parking et est rentrée chez elle en mode automatique. Elle est entrée dans le garage et a traversé la maison sans allumer les lumières. Tout ce qu'elle voulait, c'était juste se jeter sur le lit après une longue et fatigante journée de travail. Ce genre de choses. Elle a marché dans le couloir en direction des escaliers et c'est là que tout est arrivé.
En commençant à monter les escaliers, elle est tombée nez à nez avec un homme arrêté sur les marches. Il tenait un marteau dans sa main droite. Aussitôt qu'il a vu Shona, il s'est précipité sur elle. Quelle horreur! Shona a levé les mains pour protéger son visage, mais le coup de marteau lui a brisé les doigts et il l'a frappée à mort. Avec le marteau, oh mon Dieu, l'homme s'est enfui et a laissé la pauvre Shona étendue là. George avait passé la nuit de garde à la caserne de pompiers et leur fille avait dormi chez sa grand-mère, puisque Shona devait aussi travailler tard. George devait aller chercher leur fille chez la grand-mère après le travail le matin et l'emmener à l'école. Ce matin-là, leur fille avait oublié un objet important pour l'école chez sa mère. Vers 9h, George est allé chez son épouse pour qu'elle le récupère. Mais il a trouvé cela étrange en voyant la porte du garage ouverte et a décidé d'entrer pour comprendre. Il est entré en appelant son épouse, mais personne ne répondait jusqu'à ce qu'il arrive dans le couloir et tombe sur cette scène. George appelle immédiatement les urgences et on peut voir qu'il semble choqué par la scène qu'il vient de voir. Je pense que je dois faire un reportage et réaliser un reportage. Ma femme est par terre, en sang, elle ne réagit pas. Les ambulanciers sont arrivés très vite, mais malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. La blessure sur le côté de sa tête était si profonde que les ambulanciers ont d'abord pensé qu'elle avait été touchée par balle. Il était plus qu'évident qu'il s'agissait d'une attaque violente et, vu la brutalité, les enquêteurs ont soupçonné qu'il s'agissait d'une attaque personnelle et que probablement la victime et l'agresseur se connaissaient. La police s'est immédiatement méfiée de George. Dans les cas de conflit conjugal, le mari est généralement le principal suspect, mais George avait un alibi parfait. Il avait effectivement passé les dernières 24 heures de garde à la caserne de pompiers et plusieurs témoins ont confirmé qu'il n'en était pas sorti à aucun moment. Au cours de la nuit, l'affaire a rapidement attiré l'attention du public et des médias, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice, à part George, qui n'était suspect que parce qu'il est un peu habituel de soupçonner le conjoint dès le début. Il n'y avait aucun autre suspect. Les collègues de travail de Shona ont été interrogés, mais elle n'avait ni ennemi, bien au contraire. Tout le monde adorait Shona. La police a commencé à soupçonner qu'il y avait peut-être un prédateur en activité dans la région. Ils craignaient que ce fou poursuive des serveuses et d'autres employés du casino. Mais bien que de nombreux enquêteurs travaillaient sur l'affaire, ils n'arrivaient toujours pas à trouver la moindre piste. Mais alors que tout le monde était sur le point d'abandonner l'affaire et qu'elle allait devenir une de plus, sans explication, un appel au commissariat allait tout changer. C'était un homme appelé William Panks, connu sous le nom de Big Will, qui disait qu'il savait qui avait supprimé Shona. Big Will vivait à Las Vegas depuis des décennies et travaillait comme concierge dans un complexe d'appartements. Will menait une vie honnête et essayait d'aider les autres à faire de même, y compris un ami qu'il ne connaissait que sous le nom de Greyhound. Greyhound était un sans-abri qui vivait dans une tente de camping en plein désert, loin de la ville, menant une vie très différente du glamour de Vegas que l'on voit dans les films. C'était un ancien détenu et Big Will essayait de l'aider à se remettre sur pied. Un jour, ce Greyhound dit à Big Will « Je dois te dire quelque chose ». Big Will répondit « Quoi ?» Et il a dit « Je viens de supprimer une femme ». Will, pris au dépourvu, est resté sans voix. Il a dit que Greyhound ne semblait ressentir aucun remords ni aucune culpabilité. En fait, il avait l'air satisfait, comme s'il avait accompli une mission avec succès. Regarde comme c'est bizarre. Will a demandé plus de détails. Et Greyhound a raconté qu'il avait frappé la femme à plusieurs reprises avec un marteau. Il a frappé si fort que le marteau s'est cassé. Will s'est disputé avec Greyhound et lui a dit d'aller voir la police. Mais il savait que ce type avait des problèmes et souffrait de troubles mentaux. Alors, Will a dit que si jamais il entendait parler d'un crime comme ça, il appellerait lui-même la police, et c'est exactement ce qui s'est passé, non? Quand Will a vu les informations dans l'article, il a compris que son ami avait vraiment dit la vérité et qu'il avait attaqué une femme innocente. Will a appelé la police. Au début, les policiers étaient sceptiques à propos de cette piste, mais ils ont décidé d'enquêter. Même ainsi, Greyhound était connu pour disparaître pendant plusieurs jours quand il restait dans sa tente, là-bas dans le désert. Ensuite, il réapparaissait en ville et avait l'habitude de voler de la nourriture dans un supermarché en particulier. Alors, les enquêteurs s'y sont rendus avec Will pour découvrir où il avait été vu pour la dernière fois. Will savait aussi que Greyhound vendait parfois de la drogue dans une station-service à proximité. Ils n'ont même pas eu besoin de chercher longtemps, car par un pur hasard du destin, dès qu'ils se sont arrêtés devant le marché,
ils sont tombés directement sur Greyhound. Les policiers l'ont abordé et il avait de la drogue sur lui, ce qui a permis aux enquêteurs de l'emmener au commissariat. Le véritable nom de Greyhound était Noel Stevens, et il a nié avec véhémence avoir tué une femme avec un marteau, même après avoir tout avoué à Will. Sans aveu, la police avait besoin de preuves matérielles pour relier Noel au crime. Ils savaient qu'il avait un campement dans le désert, sans savoir où. Et le désert du Nevada est immense, n'est-ce pas, mes amis? Ils ont mené une grande recherche avec des hélicoptères et ont finalement trouvé une tente isolée à plus de 13 km du centre de Las Vegas. Et avec la tente, ils ont aussi trouvé les preuves dont ils avaient besoin. Un jean taché de sang, roulé et caché sous un buisson. Et les enquêteurs ont testé le sang, et l'acide désoxyribonucléique a confirmé que c'était le sang de Shona. Ils ont alors intensifié la pression sur Noah pendant l'interrogatoire, jusqu'à ce qu'il avoue. Il a dit qu'il s'était introduit dans la maison et s'était caché, attendant dans le noir, puis il l'a attaquée avec un marteau quand elle est rentrée du travail, dans la nuit du 29 septembre. Affaire résolue, non. Le meurtrier a avoué et des preuves ont même été retrouvées dans son campement. Mais il restait encore une question. Pourquoi ? Parce qu'un ancien détenu sans abri comme Noah Stevens n'aurait même pas su qui était Shona et encore moins aurait eu une raison de la supprimer. La police a examiné le téléphone portable de Noah à la recherche d'indices. Ce qu'ils ont trouvé était choquant et a complètement bouleversé l'affaire. Dans sa liste de contacts, un nom a attiré l'attention des enquêteurs, George T.F.A. Pourquoi le meurtrier aurait-il le numéro du mari de la victime ? Voilà. Quand ils ont demandé à Noah qui était George, il a répondu « Mon ami ». Le pompier Noah a déclaré que George le payait parfois pour des travaux chez lui. Alors, le puzzle a commencé à s'assembler. Noah était l'homme sans abri que George avait amené pour faire les tâches ménagères. Cet homme-là même dont Shona avait dit qu'elle avait peur. L'homme qu'elle avait demandé à George d'arrêter d'engager, mais que son mari avait ignoré. C'est ainsi que le meurtrier connaissait Shona. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à un cas d'obsession et de harcèlement pour une raison quelconque. L'homme avait des soucis et s'est obsédé de Shona. Mais ce n'est pas fini, ça va empirer. Les choses ne sont pas si simples. N'attendez pas de rebondissement. Malgré la tristesse générale et le soutien au veuf, une personne soupçonnait l'implication de George dans ce crime. Cela s'est confirmé quand George a découvert Shona morte. Paula, la sœur de Shona, a eu un pressentiment et a appelé George alors qu'il était avec la police devant la maison pour demander ce qui s'était passé. Dans l'enregistrement, George explique brièvement, mais très ému, il parle peu et passe vite le téléphone à un policier. « Bonjour George. »« Oui. » En parlant avec la policière, elle demande si George est proche et peut entendre. La policière répond non, alors Paula dit soupçonner George dans la mort de sa sœur. Elle n'a pas de preuves, mais elle dit que c'est basé sur les dernières conversations qu'elle a eues avec sa sœur. Au début, ce soupçon n'a pas été pris au sérieux, tout simplement parce que George avait un alibi solide pour l'heure du meurtre. Il était plus facile d'accuser un ancien détenu sans abri, comme Noah Stevens, plutôt qu'un citoyen exemplaire, un pompier comme George l'était. Mais à force que Paula insiste, les policiers ont enquêté sur le lien entre George et Noah, découvrant qu'il s'agissait de plus que simplement George, en aidant un sans-abri. Tu verras. Ils ont découvert que Noah et George avaient échangé 87 appels le mois précédant le meurtre, ainsi que plusieurs appels le jour du crime. Ils ont aussi découvert qu'ils se connaissaient avant même que Noah ne devienne sans-abri. Ils vivaient dans la même rue il y a de nombreuses années. Avant que Noah ne déménage dans le désert, Noah vivait avec sa sœur à seulement quelques maisons de distance de George et Shona. Ils sont devenus connaissances et Noah a continué à faire de petits travaux pour la famille, même après avoir quitté la maison de sa sœur et être sans abri. Noah a raconté aux enquêteurs que George lui avait donné $600, soit environ 3600 riyals. Il a ajouté qu'il paierait encore quelques milliers de dollars pour qu'il tue sa femme. Noah a accepté tout de suite et immédiatement, ils ont commencé à planifier. Au début, ils ont pensé à simuler un accident où Noah frapperait Shona à la tête.
puis mettrait son corps dans la voiture pour simuler un accident de voiture. Mais une autopsie révélerait le coup à la tête et éveillerait des soupçons. Selon Noah, George a alors suggéré de commettre le crime sur le parking du Palms et il a même dessiné une carte montrant où Shauna garait sa voiture sur le parking des employés. Mais Noah a eu peur en voyant tous les agents de sécurité autour du casino et a choisi de fuir. Finalement, ils ont décidé que la maison de Shauna serait le meilleur endroit pour commettre le meurtre. Tout cela a été froidement planifié, d'accord ? George a donné une clé de la maison à Noah, qu'il a utilisée pour entrer par effraction et étudier la scène. Environ 20 fois y compris l'effraction 3 semaines avant l'attaque. C'était un incident où il a volé une alliance et une partie de son bikini, en plus de laisser son caleçon comme souvenir. Personne n'imaginait que cette intrusion faisait partie d'un plan macabre élaboré par le mari lui-même. Les amis, la situation de George se compliquait de plus en plus. Mais il niait tout cela. Il niait avoir le moindre lien avec la mort de son épouse. Il disait que tout cela était une invention de Noah et que sa relation avec lui n'était qu'une simple amitié, essayant d'aider un homme en difficulté à mieux vivre. Si on est honnête, il a raison, non ? C'était juste la parole d'un assassin contre celle d'un héros américain. Ancien militaire, pompier, bénévole. Beau gosse, qui se méfierait ? Sauf que Noah a dit aux policiers où il avait caché l'arme du crime. C'était un marteau qui s'était cassé tellement il avait frappé fort par terre, et ce marteau avait un code-barre d'un magasin de matériaux de construction. Les enquêteurs ont réussi à retracer l'achat et regarder ce qu'ils ont trouvé sur le circuit interne de sécurité du magasin. George et Noah, ensemble, achetant un marteau, un couteau et des gants. Des semaines avant la disparition de Shauna, les enquêteurs ont vu cela comme une preuve de l'implication de George. 9 jours après le meurtre de Shauna, le 8 octobre 2012, les enquêteurs ont rencontré la famille de George et leur ont annoncé qu'ils le considéraient comme suspect du crime. La mère et la sœur, horrifiées, refusaient d'y croire, mais les enquêteurs ont montré toutes les preuves. Après la réunion, la sœur de George l'a appelé pour lui raconter ce que la police soupçonnait, et l'impensable s'est produit dès que George a raccroché avec sa sœur. Il a laissé sa fille chez sa mère et s'est enfui dans une camionnette. Conduisant à grande vitesse dans les rues de la ville jusqu'à Summerlin Parkway, il a atteint 150 km/h et a percuté de plein fouet une barrière en béton dans une tentative évidente de s'autodétruire. Sauf qu'il portait sa ceinture de sécurité et il a fini par survivre à l'accident. George a été emmené à l'hôpital et là-bas, il a été immédiatement arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Noah Stevens a également été accusé. Il a plaidé coupable en 2013 et a accepté de témoigner contre George en échange de la promesse des procureurs de ne pas le condamner à la peine de mort. Ce fut un long procès et la défense s'est concentrée sur la discréditation du témoin principal, Noah. Et pour être honnête, ils ont réussi à montrer que ce qu'il disait ne pouvait pas être pris totalement au sérieux. Il a répondu aux questions de l'avocat, confirmant qu'il entendait des voix, voyait des ombres et a reconnu sa consommation de drogue dure, en plus de ses problèmes de santé mentale. Quel type d'hallucination avez-vous ? Je vois Shauna parfois, de temps en temps. Parfois, je vois d'autres personnes. Parfois, oui, j'entends des voix. Oui, mais malgré cela, le parquet croyait que votre témoignage était vrai. Noah a parlé au tribunal des détails du crime, y compris l'instruction de George pour qu'il fasse croire que c'était un vol. Cela a été le coup de grâce pour George, malgré toutes ses tentatives d'appel. George a été condamné pour homicide au premier degré en septembre 2015 et a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ayant reconnu l'accusé, George M. Théophane, coupable du chef d'accusation numéro 7, homicide au premier degré avec usage d'une arme mortelle, j'impose la peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. En 2017, George a tenté de faire appel de sa condamnation. Il a écrit à la main une pétition de plus de 100 pages après que son avocat ait abandonné l'affaire. Il a affirmé lors de son appel avoir eu une défense inefficace. Et il a déclaré avoir été influencé par les médicaments qu'il prenait pour soigner une blessure. Pendant qu'il travaillait comme pompier, George a également affirmé qu'il avait reçu des instructions de Dieu pour tuer Shauna afin de protéger sa fille. Tu peux y croire ? Cet appel a été rejeté. Le tribunal a répondu que George avait planifié le meurtre alors qu'il travaillait, s'occupait de sa fille et entretenait une relation amicale avec la victime. Tout cela pour éviter tout soupçon concernant sa mort. Pour le juge, il était plus qu'évident qu'il avait l'intention d'éliminer sa femme. Pour la motivation,
Police et procureurs estimaient que tout se réduisait à l'argent. Les enquêteurs ont découvert des preuves que George essayait de cacher de l'argent à la famille et de le déposer sur des comptes. Les tensions dans le mariage ont commencé pendant la crise économique de 2008 et tournaient principalement autour des habitudes de consommation de Shona. Pour les policiers, cela semblait être la raison pour laquelle George avait engagé Noel de manière aussi froide et cruelle pour éliminer sa femme. En 2023, la fille de George et Shona a obtenu son diplôme du secondaire. Depuis les tragiques événements de 2012, elle vit chez sa grand-mère. George maintient son innocence et dit que Noel a menti pour éviter la peine de mort. Qu'en pensez-vous? Le mari parfait a-t-il tout prévu? Ou bien la justice a-t-elle accordé trop de confiance et d'importance au témoignage d'un criminel au lourd casier judiciaire, dépendant aux drogues, qui a finalement bénéficié d'un accord pour accuser George? Un homme innocent est-il condamné à perpétuité dans cette histoire? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Laissez vos avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Histoire vraiment étrange, n'est-ce pas? Dites-nous en commentaire si vous pensez que George était coupable. Et je passe aussi ici pour souhaiter une excellente fin d'année à tout le monde qui nous suit. Dans ce monde, c'est quoi? Un gros bisou à vous tous. À bientôt.